Gillet et Sandra Brancato. Donc, on fait le sujet est un peu d'actualité, puisque vous savez qu'il y a eu une polémique sur les laits. Je pense que vous êtes tous au courant et que du coup, ça a interpellé sur qu'est-ce qu'une toxine en fait et comment ça peut se transmettre, comment ça peut se diagnostiquer, comment ça peut se repérer, voire se prévenir, voire se traiter. Alors, Yves Gillet, lui, est pédiatre infectiologue au CHU de Lyon et un grand spécialiste de la toxine, surtout la staphylo, c'est vrai, mais un peu de la toute. Et Sandra Brancato, elle est notre chère présidente de l'AFPA actuelle et qui, en plus, puis-je le dire, fait partie du commission nutrition de la SFP, donc est très branchée sur tout ce qui est nutrition pédiatrique. Alors, il y aura deux parties, une partie faite par Yves Gillet sur les toxines, hein, ça met des aspects purement scientifiques et médicaux, pas du tout polémiques, et une deuxième partie faite par Sandra sur les laits infantiles et les toxines, aussi très factuelle, reprenant l'histoire, reprenant ce qui s'est passé, ce qu'on en sait en tout cas, et pourquoi il y a des choses qu'on ne sait pas aussi. C'est ça qui va résulter, pas du tout, on ne va pas rentrer du tout dans la théorie du complot ou autre chose. Pour les panélistes, je vous remercie quand l'intervenant parle, de fermer vos micros, voir si ça traîne un petit peu au niveau bande passante, de fermer vos vidéos. Et les participants, vous pouvez poser des questions par le chat. On a deux ou trois animateurs qui vont regrouper un peu les questions. On aura 40 minutes de présentation de Yves, 10 minutes de discussion sur le côté scientifique, puis 20 minutes de présentation de Sandra, et après on aura 20 minutes de discussion sur sa présentation et sur de discussion générale. Donc, je vais passer la parole à Yves Gillet. J'arrête mon partage. Voilà, et je te laisse faire. Hop. Bien, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est Oui, lisible? très bien. Très bien. D'accord. Parfait. Bien. Merci à l'AFPA, aux organisateurs de m'avoir invité pour parler d'un sujet, on va le voir, difficile, euh, dont je connais assez bien certains aspects et beaucoup moins bien d'autres. Donc ça m'a fait beaucoup travailler. Enfin, beaucoup. J'espère que ça sera à peu près compréhensible. Donc, je commence par la traditionnelle diapo de lien d'intérêt. Donc, j'ai pas du tout, pour le coup, j'ai pas peu de liens d'intérêt en dehors du vaccin et encore, et pas du tout de lien d'intérêt avec l'industrie alimentaire. Je participe de temps en temps à des instances nationales, donc ça peut me donner des liens d'intérêt un peu différents. En revanche, je suis candidat à aucune élection, aucune chance, et je n'ai pas d'amis, en tout cas pas sur les réseaux dits sociaux, dont je ne sais pas me servir en plus, aux grandes dames de François. Donc voilà, ça me confère peut-être une certaine indépendance malgré tout. Alors, ça y est, la machine ne marche plus, ça commence bien. Je vais y arriver. Donc, en guise d'introduction, ces maladies toxiniques, en fait, c'est des maladies qui sont très très hétérogènes, à la fois en termes de bactéries responsables, on va le voir, en termes de toxines en cause, que ce soit la nature. Alors, la nature des toxines, c'est à peu près toutes les mêmes, c'est toutes des protéines, mais les effets sont extrêmement variables. Et donc, les mécanismes qui vont conduire, les mécanismes dits toxiques, vont être là aussi très, très variables d'une situation à l'autre. Donc, mon objectif ce soir, ça va être d'essayer d'exposer les points communs, de détailler à l'aide d'exemples que vous connaissez les principales formes et les particularités qu'elles peuvent avoir, de comprendre que le diagnostic n'est pas si simple. Parfois, c'est assez facile, d'autres fois, c'est beaucoup plus compliqué. D'envisager éventuellement quelques possibilités thérapeutiques, au moins en général. L'objectif final étant très ambitieux, puisque c'est essayer de mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir renseigner et, le cas échéant, rassurer les parents. Donc, définition, il n'y a pas de vraie définition finalement des maladies toxiniques, ça c'est un essai tout à fait personnel, parfaitement discutable donc. Ce sont des infections, donc il y a une bactérie au départ, mais les symptômes ne sont pas dus à l'infection, à l'action bactérienne directe, mais à la sécrétion de ces fameuses toxines. Alors ces bactéries sont plus ou moins pathogènes par ailleurs,
Il s'agit très souvent de bactéries fréquentes dans l'environnement notamment, ou des bactéries de portage, notamment de portage humain, ça va être le cas du staphylocoque par exemple, qui produisent dans un nombre assez limité de souches parfois des ou une toxine, ou une ou des toxines plutôt, et l'action, les symptômes vont être dus à cette toxine, donc vont pouvoir se situer à distance du site de l'infection. Il suffit que la toxine est diffusée, voire même sans infection du tout. Et pour parler de maladie toxinique, il faut que la toxine provoque des symptômes relativement spécifiques qui peuvent être associés ou non à des signes infectieux tout à fait classiques. Donc, voilà, c'est la définition. Euh, les points communs, donc, je vous l'ai déjà dit, les toxines sont des protéines, sont des exoprotéines, c'est-à-dire des protéines qui sont fabriquées par la bactérie à partir de son génome et qu'elle va sécréter, produire à l'extérieur de, de son corps, si j'ose dire. Et ce sont des protéines qui sont donc non structurelles, pas du tout indispensables à la survie des bactéries. Vous pouvez m'excuser. Yann, s'il te plaît, silence, les enfants. Donc, protéines non structurelles, indispensables à la survie bactérienne, non indispensables, pardon, à la survie bactérienne. Il y a certaines souches qui sont parfaitement normales, mais qui produisent pas de toxines, et d'autres qui vont être donc toxinogènes. Ces toxines sont produites très fréquemment en phase de stress de la bactérie. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, stress bactérien, mais globalement, c'est dans des conditions qui sont peu propices à la multiplication, à la réplication bactérienne. Alors, ça peut être soit parce que les conditions locales sont défavorables, soit parce qu'il y a déjà beaucoup de bactéries, un inoculum très élevé. Et donc, les bactéries sont en général en phase dite de croissance stationnaire lorsqu'elles produisent des toxines. Donc, schématiquement, vous avez en bas le schéma de multiplication d'une bactérie. Quand elle est en phase de multiplication active, elle va fabriquer essentiellement des protéines structurelles qui vont lui servir à fabriquer de la bactérie en quelque sorte. Et une fois qu'il y aura beaucoup de bactéries, on va avoir cette croissance stationnaire dans laquelle le nombre de bactéries n'augmente pas et le métabolisme protéique bascule vers la production de toxines qui peuvent servir notamment pour la bactérie à trouver des substrats nutritionnels dans l'environnement, par exemple. Au moins, c'est le cas pour le staph. Alors, je vais essayer de donner un peu les grands éléments de physiopathologie qui sont communs à toutes les situations, et bien sûr variables d'une situation à l'autre, et qui sont à prendre en compte pour comprendre en fait ce qui se passe. Alors, le premier point important, c'est comment l'individu va acquérir la toxine. Alors, il peut y avoir une infection préalable, la bactérie infecte l'individu, puis elle fabrique la toxine. Ça peut être un simple portage bactérien, c'est-à-dire que la bactérie ne donne pas d'infection, elle est là, mais bon, elle ne fait pas de symptômes, il y a juste un portage. Ou alors, ça peut être une intoxination, une intoxication à la toxine, c'est-à-dire que la toxine a déjà été fabriquée, notamment dans l'alimentation, et la bactérie, à ce moment-là, on n'en a plus besoin, même elle est parfois même plus du tout présente. Donc, comment l'individu a acquis la toxine, ça va être très important, notamment pour les aspects diagnostiques. Comment la bactérie ou la toxine vont pénétrer? Est-ce que c'est de la voie cutanée? En général, à part quelques exceptions, la peau est étanche aux bactéries et aux toxines, donc il faut une effraction cutanée. Ça peut être une voie muqueuse, muqueuse fragilisée ou pas, muqueuse respiratoire ou autre. Ça peut être aussi, bien entendu, la voie digestive. On en a déjà parlé, il faut que les conditions locales soient favorables à la production de toxines. Donc en général, qu'il y ait un fort inoculum, soit au cours de l'infection, soit avant l'intoxination, c'est-à-dire dans l'aliment. Après, un élément important, c'est est-ce que cette toxine, une fois produite, elle est stable, résistante, et combien de temps elle vit, entre guillemets, en tout cas, combien de temps elle persiste sans être dénaturée, parce que c'est ce qui va déterminer sa durée d'action. Et la durée d'action de la toxine est complètement indépendante de la durée de vie de la bactérie. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus longtemps. On est dans la toxicologie, donc la quantité
de toxines produites vont être importants. Il y a en général une relation dose-effet avec des concentrations toxiques minimales. En dessous, ça donne peu de symptômes, et puis au-dessus, ça peut être plus embêtant. Mais ce qui est assez clair, c'est que les concentrations toxiques pour ces toxines sont souvent très très faibles, de l'ordre du microgramme, voire du nanogramme. Donc, des poisons souvent assez violents. La toxicité intrinsèque de la protéine, ça peut être une toxicité tissulaire ou cellulaire. La céruléite, par exemple, ça paralyse les mitochondries, la respiration cellulaire. Il peut y avoir une action pro-inflammatoire, une neurotoxicité, voire d'autres toxicités. Et parfois, une même toxine va avoir plusieurs types d'effets. Enfin, la diffusion de la toxine, la toxinémie, va déterminer si on a une action uniquement locale au site de la production ou à distance de la bactérie, les deux étant bien entendu possibles. Autre élément, alors ça va être surtout sur les infections plus toxines. Donc, est-ce qu'on a persistance d'une production de toxines? Ce qui n'est pas tout à fait la durée d'action. On peut avoir une durée d'action faible, mais comme la toxine continue à être produite, finalement, les symptômes vont persister et inversement. Donc, ce qui va faire que la production persiste, c'est que la bactérie est toujours, entre guillemets, vivante. Donc, si l'infection initiale est guérie, en général, il n'y a plus de production de toxines. Et enfin, dernier point qui est très très important à comprendre, c'est qu'il y a pratiquement toujours une certaine sensibilité, une susceptibilité, comme disent les anglo-saxons, individuelle. Alors, elle dépend des situations, elle dépend des individus, elle dépend des toxines, mais clairement, la plupart des bactéries toxinogènes sont des bactéries plutôt fréquentes, soit dans l'environnement, soit même dans les expositions humaines. Et en fait, les maladies toxiniques, elles sont rares, pour ne pas dire très très rares pour certaines. Et il y a plein de facteurs qui vont influencer. Alors, il peut y avoir des facteurs d'immunité. Ce sont des protéines, souvent immunogènes. Donc, si on est préalablement immunisé, eh bien, on est protégé plus ou moins contre la toxine. Le problème des jeunes enfants, c'est, vous le savez, ils sont très souvent naïfs sur le plan immunitaire. On peut avoir aussi des récepteurs qui vont avoir plus ou moins d'affinité, plus ou moins de réactivité avec la toxine. Il y a un rôle très probable, notamment pour les colonisations digestives, mais pas uniquement, du microbiote, le fameux microbiote, qui peut être un facteur protecteur, mais aussi facilitateur dans certaines situations, on va le voir. Mais ce qui est très clair, c'est que ces facteurs de risque sont très très nombreux, très mal connus pour la plupart d'entre eux. C'est souvent des hypothèses ou alors des constatations de laboratoire, mais pour lesquelles on a du mal à avoir des choses très concrètes in vivo. Et donc, c'est pratiquement impossible de connaître à l'avance les personnes à risque. Les personnes à risque, c'est en gros, c'est tout le monde. Alors, pour comprendre un petit peu, quelques exemples qui pour illustrer certains aspects, des maladies que vous connaissez, le tétanos. Tétanos, c'est une maladie toxinique par excellence, qui vient du Clostridium tétani, bactérie anaérobie du sol, ubiquitaire, il y en a partout, qui survit très très longtemps sous forme de spores. Toutes les souches, a priori, sont porteuses de toxines. C'est un peu l'exception. La pénétration se fait au niveau d'une plaie souillée et il faut les fameuses conditions locales favorables. Souvent des plaies contuses, mal vascularisées, donc ça favorise l'anaérobiose, l'absence d'oxygène. Mais en plus, il y a d'autres bactéries. Alors là, on n'est pas dans le microbiote, on est dans la co-infection, mais qui consomment l'oxygène, et ça laisse toute la place pour le Clostridium tétani pour pousser tranquillement sans oxygène. Cette infection, puisqu'il y a multiplication bactérienne, elle est pratiquement pas symptomatique. On parle d'incubation du tétanos, mais c'est pas une incubation, c'est une infection proprement dit, sauf qu'elle ne fait pas parler d'elle, et c'est la production de toxines, la tétanospasmine, qui est une neurotoxine puissante, qui va diffuser par voie sanguine et éventuellement le long des nerfs, bloquer les synapses inhibitrices notamment, et donner ce tableau de contracture généralisée, de spasme, etc., qui va durer plusieurs semaines, y compris après guérison totale de l'infection locale. Donc, on a une maladie dont l'infection est quasiment inapparente, alors que la toxi-infection donne une maladie gravissime. Des symptômes très très spécifiques. Bon, les tétanos, on n'en voit pas souvent, mais quand on en a vu un, on les a tous vus. Donc, on n'a pas de documentation nécessaire, quasiment.
une dose toxine faible. On considère qu'il faut 100 microgrammes, donc 0,1 mg de tétanospaspine pour tuer un adulte. Donc je ne vous explique pas si c'est un nourrisson, c'est encore pire. Il n'y a pas vraiment de susceptibilité individuelle, ce qui est plutôt exceptionnel, hormis la présence d'une immunité, bien sûr. Si on a des anticorps, qui soient d'origine vaccinale, des gamma-globulines ou des anticorps maternels, ben, on peut acquérir le Clostridium tetani, il ne se passera rien. Donc, le traitement va être essentiellement un traitement symptomatique et des anticorps, des immunoglobulines spécifiques pour neutraliser les toxines qui circulent. Donc, une maladie toxinique pure. Une autre maladie toxinique intéressante parce qu'elle a plusieurs formes, même si le résultat est le même, c'est le botulisme. Le botulisme, Clostridium botulinum, c'est encore une bactérie anaérobie de l'environnement. Là, cette fois-ci, il y en a 4 différentes avec 7 neurotoxines, chacune correspondant à un type antigénique différent, donc ayant des sérums différents pour être neutralisés. C'est considéré comme le poison le plus puissant qui existe au monde. Mais bon. Donc, la dose létale, c'est 100 nanogrammes par voie parentérale, un peu plus par voie digestive, mais 70 microgrammes, c'est très très peu. Alors, il y a peut-être la toxine des grenouilles là qui sert à nos amis espions russes, qui serait un peu aussi puissante, mais enfin, on est sur des choses qui sont extrêmement violentes à très faible dose. Mais ce qui est très intéressant, qu'il peut y avoir pour des symptômes très très proches, des modes de contamination extrêmement différents. On a le botulisme alimentaire, l'ingestion de toxines, le botulisme infantile, les botulismes par plaie. Si on met du botulinum dans une plaie, on fait un magnifique botulisme. Puis on a même des botulismes iatrogènes avec le botox mal utilisé, et ça pourrait même être utilisé comme arme de bioterrorisme. Donc dans tous les cas, on a une neurotoxicité, une paralysie oculomotrice, l'accommodation, une constipation, une bouche sèche, puis une paralysie musculaire et respiratoire, et une mortalité assez importante. Les symptômes sont un tout petit peu moins spécifiques qu'un tétanos. Donc, il y a des diagnostics différentiels, le Guillain-Barré, certains AVC, myasthénie. Donc, il faut un peu plus documenter, au moins pour avoir des certitudes. Le botulisme alimentaire, c'est complètement différent en termes d'acquisition. Là, cette fois-ci, c'est pas la toxine qu'on va ingérer. Pardon. C'est le botulisme alimentaire. Je suis désolé, je vois pas bien le haut de mon écran, donc je devine un peu ce qu'il y a sur mes diapos. Donc la production de toxines, en fait, elle est favorisée avant la prise de l'aliment contaminé, merci, par des préparations et des conserves inadaptées, notamment les conserves maison qui n'ont pas été stérilisées suffisamment longtemps. Elle est très très stable dans l'aliment, relativement thermostable. Il faut la faire bouillir pour la détruire, mais il faut la faire bouillir longtemps. Et donc, on va ingérer la toxine qui est préformée. L'absorption digestive, diffusion et fixation à récepteur de l'acétylcholine, une incubation qui est très courte, de quelques heures, mais les effets vont être très très prolongés, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Diagnostic basé sur la recherche de toxines, mais il faut d'abord cultiver la bactérie dans l'aliment suspect, c'est comme ça que c'est le plus facile, et après, on va rechercher la toxine par technique ELISA. La bactérie, bien que ce soit une contamination digestive, est constamment absente des selles. Elle est en général détruite lors de la cuisson initiale ou par l'acidité des gastriques. Et la recherche de toxines, elle est très très difficile parce que les concentrations sont très faibles, surtout si c'est des symptômes anciens. Et la toxine qui est fixée, on ne peut plus la doser. Il n'y a que la toxinémie qui pourrait être dosée. Et puis, bon, il ne faut pas oublier que c'est un poison violent, donc potentiellement une arme, que on ne fait pas ça au laboratoire du coin, mais plutôt dans les laboratoires de haute sécurité, parce que pour des raisons bien compréhensibles. Le botulisme infantile, lui, c'est complètement différent. C'est là que ça devient différent. C'est surtout les enfants, comme son nom l'indique, mais aussi des adultes avec maladies inflammatoires, cancer digestif, voire même des antibiotiques, qui vont ingérer cette fois-ci non pas la toxine, mais la bactérie, le Clostridium botulinum, bactérie qui est très fréquente dans l'environnement, dans les poussières, dans l'eau, et qui peut être très facilement retrouvée dans certains aliments, notamment peu cuits ou non cuits, comme le miel, qui est exposé à la poussière, notamment le miel artisanal. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner du miel aux jeunes enfants. Parce qu'une fois ingérés, les spores de Clostridium botulinum vont se retrouver dans l'intestin et vont se multiplier. Enfin, le Clostridium va se multiplier, probablement favorisé un peu par l'immaturité immunitaire et surtout par l'immaturité du microbiote. J'ai mis flore barrière insuffisante. En gros, les autres bactéries laissent la place au Clostridium
Et donc, on peut avoir des conditions propices. C'est quelque chose qui est relativement fréquent, enfin, toute proportion gardée aux États-Unis, assez rare chez nous, mais on en voit de temps en temps, euh, notamment dans le sud de la région. Il y a pas mal de miel et ça peut. Il n'y a pratiquement pas de symptômes digestifs. En fait, les symptômes sont essentiellement neurologiques. C'est une neurotoxicité suite à la diffusion de la toxine. Le Clostridium botulinum est présent dans les selles, mais la recherche n'est pas facile. C'est pas sur une coproculture standard que vous allez le trouver. Il faudra vraiment demander au laboratoire. Autre maladie toxinique, le SHU, belle maladie de pédiatrie. Au départ, une vraie infection. Enfin, une infection alimentaire par un Escherichia coli, toxinogène, voire même entéro-invasif, qui donne un tableau de diarrhée, 95% des cas, très souvent sanglante, donc une diarrhée invasive, mais cette souche possède en plus les fameuses toxines, enfin les gènes qui codent les toxines, donc c'est les Shiga-toxines Escherichia coli, et la production va être favorisée ou inhibée par certains facteurs locaux. Donc il y a des microbiotes qui inhibent plutôt la production de toxines, d'autres qui peuvent éventuellement les favoriser. Les antibiotiques, notamment les antibiotiques bactéricides, vont favoriser la production de toxines. Elle est absorbée avec là aussi des facteurs individuels, la concentration de certains récepteurs avec des noms barbares que je ne prononcerai pas, dont l'expression est favorisée par certains régimes. J'ai appris, grâce à mon ami Anne-Laure Sédier-Leclerc, qui m'a prêté des diapos, que le régime riche en fibres favorisait le SHU. Dommage. Une fois que la toxine est absorbée, elle est transportée par les polynucléaires qui eux-mêmes ont été attirés par l'infection initiale. Donc il y a une collaboration infection-toxination, en quelque sorte. Et ils vont avoir ensuite, à distance du site de l'infection, donc au niveau rénal essentiellement, mais aussi au niveau du cerveau par exemple, une action pro-inflammatoire en lien avec le complément, une action pro-thrombotique. Mais là aussi, cette microangiopathie thrombotique va se voir que dans 2 à 7% des infections symptomatiques à colis producteurs de toxines. Donc on a la bactérie, on a la toxine, on a la maladie initiale, la diarrhée glérosanglante, et on n'a pas de SHU pour diverses raisons dont la plupart sont inconnues. Je termine les exemples avec mon chéri, le modèle staphylocoque, parce que c'est probablement ce qu'on connaît le mieux comme maladie toxinique. C'est une bactérie qui est extrêmement répandue, 25% de portage dans la population humaine normale. Donc là, s'il y a 100 personnes, il y en a 25 qui portent du Staph doré. Bactérie qui est pathogène, même sans des égotoxines. Vous savez que si on a une porte d'entrée, on peut avoir des infections locales, d'une dissémination. Je ne vous fais pas l'affront de vous parler des infections staphylocoques. Et surtout un arsenal toxinique absolument extraordinaire. Là, c'est pas une ou deux toxines, c'est plus de 25 toxines différentes, appartenant à 4 groupes de familles. On n'a pas assez de lettres pour nommer toutes les toxines du staphylocoque. Donc, qui ont des propriétés spécifiques, redondantes d'une toxine à l'autre, mais qui peuvent varier pour une même toxine. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on connaît le mieux. Donc, les familles, les grandes familles, je vais passer très rapidement. Il y a des familles avec des toxicités cellulaires quasiment uniques, c'est les exfoliatines, des super antigènes, on en dira quelques mots, et des entérotoxines, donc activités plus digestives, qui sont aussi des super antigènes. Et puis ma copine Valentine, mais là, c'est pas le sujet du jour. Donc une même toxine va donner des tableaux cliniques très différents, à la fois en termes de symptômes, mais aussi de gravité, je vais vous le montrer. Donc les différences, encore une fois, c'est fonction de la toxine, du site du moment, etc. On est toujours avec cette énorme variabilité de paramètres physiopathologiques. La régulation des toxines, chez le Staph doré, on la connaît très bien. C'est un système de gènes accessoires qui est sensible au stress de la paroi bactérienne. Ça, c'est important parce que ça va expliquer pourquoi certains traitements, par exemple, peuvent favoriser la production de toxines. Donc, ce système, dès l'instant que la paroi du staphylocoque est stressée, il produit des protéines qui elles-mêmes vont induire la production de toxines. Donc, plus il y a de bactéries, plus elles vont produire du toxine, en quelque sorte. Les bactéries communiquent entre elles en disant à la copine, tiens, fabrique donc de la toxine, on a besoin de manger. Donc, c'est induit par la surpopulation, mais c'est aussi induit par certains antibiotiques. Alors, dans les effets toxiques, par exemple, les exfoliatines, maladie qui vont attaquer uniquement grâce à des toxines les jonctions au sein de l'épiderme et qui vont donner des décollements cutanés d'intensité extrêmement variable. Vous pouvez avoir des décollements
simplement locaux, c'est ce qu'on appelle l'impétigo bulleux. Quand vous avez un impétigo bulleux, vous êtes certain que c'est du staphylocoque, ça ne peut pas être du streptocoque. Ou alors s'il a du strepto, il n'est pas tout seul. Mais on a eu vraiment une petite décollement, une petite butte locale. Alors si la peau est un peu épaisse, comme sur les pieds, ça se voit bien, mais sinon. On peut avoir des décollements qui sont beaucoup plus importants. Vous voyez, ça fait comme des brûlures plus ou moins étendues, mais parfois qui peuvent toucher jusqu'à 80% de la surface corporelle. Et là, on a mis des électrodes. Je peux vous garantir que quand on va les décoller, la peau va décoller avec. Donc, une fragilité cutanée très importante. Et parfois, même des infections même beaucoup plus graves avec des décollements qui peuvent toucher une surface corporelle extrêmement importante. Là, c'était dans une situation de varicelle en plus. Donc, ce pauvre loulou, il était bien décollé. Et pourtant, c'est un syndrome toxinique pur. Le staphylocoque n'est jamais dans les lésions. Il est juste au niveau d'un portage banal au niveau du nez. Là, vous avez un magnifique impétigo périnarinaire, mais il n'y a rien d'autre. Et à côté de ça, des décollements diffus par diffusion de la toxine. Donc, ça, bon, l'évolution, je passe rapidement. C'est comme une brûlure, en beaucoup moins grave, heureusement. Mais surtout, ce qui est important, c'est la guérison. On a une toxine qui est très puissante, vous l'avez vu, ça décolle l'ensemble de la peau, mais dès qu'elle est neutralisée, on a une disparition quasi complète des symptômes, même complète des symptômes. Cette petite jeune fille qui avait un décollement à 70-80%, 3 semaines après, elle a une peau qui est complètement, totalement normalisée. Donc une protéine, une toxine extrêmement puissante à un moment donné peut ne plus avoir du tout d'effet au bout de parfois simplement quelques heures. 2 petits mots sur les super-antigènes, c'est juste parce que ça m'interroge un petit peu avec ce qui a pu se passer dans certaines situations avec les décès très très rapides. Les super-antigènes, c'est des toxines qui sont extrêmement inflammatoires. C'est les plus inflammatoires des toxines et qui vont agir, en fait, alors ça a été décrit en pédiatrie il n'y a pas si longtemps, rapporté au port de tampons périodiques, mais en fait, au départ, c'était avant chez les enfants, la première description. Et on s'est aperçu que ce super-antigène, cette TSST1, Toxic Shock Syndrome Toxin, c'était quelque chose qui était assez fréquent. Dans une étude qu'on avait fait dans le service auprès des jeunes femmes, on avait jusqu'à 15% des personnes qui portaient le staphylocoque doré producteur de toxines en période menstruelle. Donc, il y avait tous les facteurs de risque connus et une incidence qui est entre 1 sur 100 000 et 1 sur 1 million. Donc là encore, des facteurs de susceptibilité individuelle qu'on connaît très très mal. Bon, un super-antigène, qu'est-ce que ça fait? Très rapidement, un antigène, ça relie une cellule présentatrice au lymphocyte T, ça excite le lymphocyte T, ça produit des cytokines. Un super-antigène, ça fait exactement la même chose, sauf qu'il y a un problème quantitatif. Au lieu d'activer 0,1% des lymphocytes T, c'est 10 à 30% des lymphocytes T. Donc, une énorme réponse inflammatoire extrêmement intense, qui est la même que celle qu'on a avec le lipopolysaccharide des grammes négatifs dans un choc septique classique ou dans un choc à grammes plus, mais avec une intensité 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieure. Donc, ces toxines super antigènes, bon, il y a la TSST1, ok, d'accord, mais il y a aussi toutes les entérotoxines du staph qui sont plus ou moins des super antigènes. Et il y en a certaines qui ont une activité très très proche de la TSST1, si et seulement si on a un passage systémique. Si il reste dans le tube digestif, ça va être complètement différent en termes de symptômes. Alors les symptômes d'un choc toxinique, c'est pas le propos, c'est juste un tableau de choc sur une éruption associée à une éruption cutanée, très peu de signes spécifiques, et une évolution qui est totalement imprévisible entre la simple hypotension orthostatique et le choc réfractaire avec défaillance multiviscérale. Donc c'est à évoquer systématiquement si on a une instabilité hémodynamique, une éruption, surtout si chez une jeune fille en période menstruelle. Mais bon, c'est totalement imprévisible en termes d'évolution. Et le problème, c'est que les formes peu graves sont beaucoup plus fréquentes que les formes graves. La définition est beaucoup trop imprécise. Le choc pour le CDC, c'est un simple malaise orthostatique, donc autant dire qu'il y a énormément de patientes qui ont des tableaux compatibles avec. La gravité très très variable qui dépend de facteurs, encore une fois, complètement inconnus. Donc la détection, quand est-ce qu'il faut faire un traitement agressif de choc avec du remplissage de la réanimation et des traitements spécifiques, ou quand est-ce que on peut
se contenter juste d'enlever les tampons et d'attendre que ça passe, ben, c'est extrêmement difficile à déterminer. Je termine avec les toxi-infections alimentaires staphylococciques. Ce sont dus à des souches qui produisent une entérotoxine. Il y a beaucoup de staphylocoques qui produisent une ou plusieurs entérotoxines, qui sont des super-antigènes. Mais en fait, c'est pas ça qui pose le plus de problèmes. Le staph doré est présent dans l'aliment, notamment le plus souvent par une contamination humaine. C'est la personne qui a préparé l'aliment qui avait du staph sur les doigts. Je vous rappelle, 25% de la population normale est porteur du staphylocoque. Il suffit de se gratter le nez et puis on en met dans ce qu'on mange. La toxine est préformée, donc l'incubation est courte. Même repas, même toxine, même symptômes, c'est les tableaux de toxi-infection alimentaire collective où tout le monde en même temps se met à vomir, avec une action qui est essentiellement locale, une action pro-inflammatoire locale, une action émétisante que n'a pas la TSST1. Donc la TSST1, vous vomissez pas, mais vous faites le choc. Les super antigènes entérotoxines, ben, s'ils sont au bon endroit, c'est-à-dire le tube digestif, vous vomissez, et puis il n'y a pas peu d'effets systémiques. En revanche, les mêmes toxines, dès l'instant qu'ils pénètrent à l'intérieur de l'organisme, par voie transmuqueuse, par altération de la muqueuse, ou parce que vous avez une infection avec ce type de souche ailleurs, vous avez une ostéite avec une souche qui produit une entérotoxine, vous faites un magnifique choc toxinique. Si vous avez juste dans le tube digestif, c'est juste de la diarrhée et des vomissements. Donc, les effets systémiques très variables en fonction de l'absorption de la toxine. Problème de diagnostic, le staph doré n'est pas dans les selles, on ne trouve jamais, même si on a une grosse diarrhée, on n'a jamais de staph dans les selles. Il est présent uniquement dans l'aliment, si on l'a pu le conserver. Pour ça que les restaurants gardent un repas témoin. Ou parfois dans les vomissements, mais chercher du staphylocoque dans les vomissements, c'est pas toujours simple. Et récupérer des vomissements, c'est pas toujours simple non plus. Alors Bacillus, on va quand même terminer avec lui. Qu'est-ce que c'est ce fameux Bacillus cereus? C'est une bactérie à gram positif qui lui est un anaérobie facultatif. L'aérobio, ça lui va quand même. Il peut même se répliquer très vite parfois. Il forme des spores, lui aussi, comme les Clostridium, donc il est extrêmement résistant dans le milieu extérieur, et quand c'est sous forme de spores, ça pousse pas forcément, c'est très difficile à détecter. Il forme très facilement du biofilm également, donc il va s'accrocher très facilement sur le matériel étranger, et on va le retrouver sur à peu près tout, notamment à peu près tous les végétaux, y compris et surtout le riz. Il aime beaucoup le riz, le Bacillus cereus. Et il a lui aussi du matériel toxinique assez important puisqu'il a jusqu'à 6 exotoxines. Parfois, il n'en a pas du tout. Parfois, il en a 1, 2, 3, 5, 6. Avec d'un côté 5 entérotoxines thermolabiles qui en plus ont d'autres propriétés. Et puis la fameuse céréulide qui est une toxine émétique qui, elle, est thermostable. C'est-à-dire qu'avec la chaleur, vous ne détruisez pas cette toxine. Vous allez détruire le bacillus, mais vous ne détruirez pas la toxine. Il a aussi d'autres facteurs de virulence divers, phospholipase, protéase, hémolycine, etc. Alors, en dehors des toxi-infections alimentaires, il est souvent considéré comme contaminant, parce qu'il y a beaucoup de bactéries dans l'environnement. Quand vous avez une hémoculture qui pousse à bacillus, bah, il y a des fois, on dit, ouais, bof. Mais en fait, s'il y a du matériel étranger, donc il s'adhère très facilement. Donc, ça donne des septicémies sur cathéter, des infections du SLC. Donc là, on est vraiment dans l'exception hospitalière assez rare, pardon. Mais avec ce même bacillus, on a pu décrire des infections graves, notamment des infections ophtalmo, des septicémies, des méningites, chez des personnes un petit peu à risque, post-opératoires notamment sur matériel, des usagers de drogue, chez des immunodéprimés, bon, bah, ils sont sensibles à n'importe quelle bactérie, mais aussi chez des nouveau-nés. Alors, c'est souvent des nouveau-nés en néonatologie avec du matériel, etc. Mais il y a aussi des cas qui ont été décrits chez des nouveau-nés lambda, avec une mortalité assez élevée, hein, c'est 10 à 15% au minimum, parce que le terrain n'est pas très favorable. Et j'ai lu, en lien avec la céréulite, qu'il y avait des hépatites fulminantes qui ont été décrites. J'ai pas pu en savoir beaucoup plus, mais il semblerait que cette toxine, lorsqu'elle pénètre, puisse donner parfois des hépatites fulminantes. Voilà. Donc j'ai fini, on pourrait parler, il y a d'autres choses, hein. La coqueluche est une maladie toxinique, la diphtérie également, mais je vous termine avec les aspects intoxication alimentaire à bacillus.
c'est quelque chose qui est clairement très fréquent. Vous voyez, 26 000 cas par an aux USA, tous âges confondus. Euh, on considère que la fréquence est très sous-estimée parce que le plus souvent, c'est bénin et ça dure peu de temps. Donc, bon. La forme entérique est due à l'ingestion des spores. Donc, on est comme dans le botulisme infantile, ingestion de spores, multiplication de Bacillus cereus qui fabrique ces entérotoxines. A priori, le passage est facilité par une acidité gastrique faible, peut-être par les IPP, je ne sais pas. Une incubation qui dure quand même quelques heures, le temps de multiplier le Bacillus cereus, mais il est très rapide à se multiplier, et un tableau absolument pas spécifique, diarrhée, fièvre, vomissement, guérison spontanée en quelques heures, quelques jours parfois, mais guère plus. La forme émétique, c'est la céréulide, elle est préformée dans l'aliment, comme le botulisme alimentaire cette fois-ci, ou comme les histoires de staph, dose toxique très très faible, pas vraiment connue, mais clairement inférieure au microgramme. Pour tuer une musaraigne, il faut 3 microgrammes et encore. On n'est pas des musaraignes. Incubation courte, 30 minutes, la toxine est déjà présente, donc en fait on s'empoisonne avec la toxine, quelques heures tout au plus, vomissement et malaise au premier plan, parfois de la diarrhée mais pas beaucoup, et théoriquement c'est quelque chose qui se résout très rapidement en 24 heures, spontanément, sans traitement, autre que le traitement des symptômes. Alors, quelques mots pour finir. Le diagnostic. Diagnostic des maladies toxiniques, on a vu, il y avait plein de choses différentes. Il y a des fois, c'est très facile. Parfois, la clinique seule, j'en ai parlé pour le tétanos, si le syndrome est très spécifique, le tétanos, le syndrome d'exfoliation, moi, j'ai pas besoin qu'on me montre le staff, je le vois, je le sais. Les coqueluches typiques, bon, on fait une PCR coqueluche, mais on a le diagnostic. Les diagnostics différentiels sont assez faciles à éliminer, donc c'est ça. Parfois, on a besoin quand même d'avoir un diagnostic bactériologique, mais c'est assez facile parce qu'on trouve la bactérie si on sait où la chercher. Parce que, attention, les symptômes peuvent être à distance de l'infection. Donc, il faut savoir où la chercher et il faut savoir comment chercher. La culture bactérienne peut être plus ou moins difficile. Un staphylocoque doré, vous le faites pousser n'importe comment, n'importe où, sauf dans les vomissements, justement. Donc, aller le chercher dans les vomissements et uniquement dans les vomissements, c'est pas toujours simple. La jeune fille qui a un choc gravissime, se dire que ça vient du tampon périodique et uniquement du tampon périodique et qu'on va rien trouver ni dans les hémocultures ni dans aucun prélèvement bactériologique, c'est pas toujours simple à conceptualiser. Le SHU, maladie d'urine, qu'il faut chercher dans les selles. Dans les urines, ça sert à rien. Mais le plus souvent, pour avoir la vraie confirmation, c'est-à-dire la présence des gènes qui codent la toxine, il faut la clinique, la bactérie, mais aussi un laboratoire spécialisé qui soit capable de trouver ces gènes. Le plus souvent, c'est des CNR. Et puis, très souvent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile parce que les symptômes peuvent être pas du tout spécifiques. Vous ne reconnaissez pas des vomissements dus à la céruléide qui ne sont pas différents d'autres. On n'a parfois pas du tout de la bactérie chez le patient, soit parce que elle n'est pas là, elle n'a jamais été parce que les toxines étaient préformées, soit parce que les toxines, elles sont d'action beaucoup plus longue que la présence de la bactérie. Donc vous avez les toxines, mais la bactérie, elle a disparu depuis longtemps. Et puis même la toxine elle-même, c'est pas toujours simple parce que la concentration est souvent très très faible, des microgrammes voire des nanogrammes. Alors plus une protéine est en concentration faible, plus elle est difficile à détecter. Et puis dès l'instant que vous avez des symptômes, c'est que la toxine elle est fixée. Donc elle est plus sous forme libre dans le sérum, même si elle est diffusée avant. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas la doser. Une protéine fixée, vous ne la dosez pas. Il faut la détacher de son récepteur. Or la toxine, elle n'aime pas du tout qu'on la détache. Donc vous avez en plus des milieux souvent peu favorables. Dans les selles, il y a des tonnes de protéines. Donc trouver celle-là et pas une autre, c'est très très difficile. Et puis en plus, les toxines, c'est des poisons parfois violents. Donc la manipulation est dangereuse. Vous ne pouvez pas faire ça dans n'importe quel laboratoire. Dans l'aliment, il faut l'avoir. Si l'aliment est disponible, pourquoi pas? Mais les bactéries, attention, c'est souvent des spores. Les spores, c'est difficile à détecter. La préparation, ça a pu détruire la bactérie. Si vous avez l'aliment préparé, très bien. Mais ça détruit la bactérie, mais pas les toxines. Et puis, à l'inverse, vous pouvez avoir des bactéries qui viennent de l'environnement. Il y en a partout. Vous n'êtes pas sûr que ça ne soit pas une contamination. Donc, ça demande quand même des précautions. Et les toxines, vous avez les mêmes difficultés techniques que chez le patient, très faible quantité, dosage difficile,
Et puis même parfois, elles ne sont pas encore produites parce que justement, les conditions locales ne sont pas adaptées. Et donc, ça peut en plus nécessiter que l'aliment soit reconstitué. Par exemple, la céruléite dans les poudres de lait, on ne la trouve pas. Il faut du lait reconstitué sous forme liquide parce que sinon, elle est enfermée dans des petites bulles de lipides et elle n'est pas dosable. Bref, on termine avec le traitement. Le traitement, c'est souvent très décevant. Le traitement symptomatique, ok, il est toujours nécessaire. Il n'y a pas besoin d'un diagnostic très très précis. Et souvent, c'est le seul possible. Le problème, c'est que c'est des symptômes qui peuvent être infectieux malgré tout, parfois graves, donc qui sont évocateurs d'infections bactériennes, voire même, on a parfois une infection bactérienne caractérisée. On va avoir envie de mettre des antibiotiques. Sauf que les antibiotiques, ils sont souvent peu utiles, ils agissent pas trop sur les toxines pour la plupart, et même parfois délétères, parce que, je vous rappelle, une bactérie qu'on stresse, une bactérie, elle peut réagir en fabriquant des toxines. Donc, deux exemples. Alors, là, c'est ce que peut donner une antibiothérapie, c'est l'hémoxylizine du staphylocoque. Vous voyez le halo un peu clair qu'on voit autour des colonies. L'oxacilline, quand elle détruit le staphylocoque, ok, il n'y a plus de toxines. Mais si elle ne le détruit pas, qu'on a la concentration minimale, ben on a production d'une hémolyse autour de l'oxacilline, de la vancomycine. Il n'y a que certains antibiotiques qui ne produisent pas ou qui inhibent même cette production, comme les lymphosaines. Donc, retenez, les antibiotiques, s'ils sont bactéricides, ok, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de toxines, mais dès l'instant qu'on a la concentration subinhibitrice, on n'a pas de bactéricidie, on a un stress pariétal, et donc on a un risque d'augmenter la production de toxines. C'est démontré dans le SHU. Vous voyez que les antibiotiques bactéricides, et encore plus parmi eux les bêta-lactamines, multiplient par 3, voire par 4 le risque de SHU lorsqu'on a une diarrhée invasive à colis producteurs de toxines. Et inversement, d'autres antibiotiques, alors là, ils ont mis bactériostatiques, moi je pense que c'est plus parce qu'ils agissent sur la production de toxines, diminuent de façon significative le risque de SHU. Donc c'est vraiment compliqué de trouver le bon antibiotique. Même chose avec le staph doré, vous voyez en rouge, quand on est à la concentration subinhibitrice d'oxacilline, on augmente la production de toxines. Le 100%, c'est la partie jaune là. Ben, vous voyez, là, on est quasiment à 250% de production de toxines, simplement parce qu'on a mis de l'oxacilline, mais à des concentrations insuffisantes. Donc, les traitements spécifiques, ben, il n'y en a pas grand-chose. On part du postulat que les toxines jouent un rôle central et donc c'est les cibles de la thérapeutique. On va vouloir diminuer la production de toxines, neutraliser ce qui circule et éventuellement bloquer les effets. Donc, on a des moyens en théorie. Il faut diminuer l'inoculum si on peut. Utiliser antibiotiques à condition qu'ils aient une propriété antitoxine. Euh, Éventuellement avoir des anticorps dirigés contre les toxines et pour les superantigènes, des immunomodulateurs. Donc, diminuer l'inoculum, ben là, c'est mon lien d'intérêt savoyard, hein, seule méthode. Meilleur antibiotique, c'est le bistouri. Il faut drainer tout ce qui est drainable. Pas oublier les tampons, mais c'est à la marge. Mais pour ce qui nous intéresse, donc les histoires digestives, il faut absolument respecter ce que j'ai appelé le drainage naturel, c'est-à-dire jamais, jamais, encore moins que d'habitude, de ralentisseur du transit, parce que ça va favoriser la pullulation microbienne et la production de toxines. Euh, Est-ce que les anticorps peuvent être utiles? Ben oui, s'ils arrivent à neutraliser les toxines circulantes, parfois même en neutralisant les récepteurs des toxines. L'efficacité, bah, elle est démontrée que dans certains cas, surtout si on a des anticorps spécifiques, le tétanos, la diphtérie, le botulisme, ça marche bien. Mais pour le choc toxinique, par exemple, c'est une efficacité qui n'est pas démontrée. Donc il faut que la toxine, elle soit toujours circulante. Donc ça ne marchera jamais dans un tube digestif, par exemple. Et ça nécessite d'avoir des immunoglobulines spécifiques ou des quantités industrielles d'immunoglobulines polyvalentes et encore. Donc les seuls traitements, finalement, ça va être les traitements préventifs. Je te rassure, François, c'est la dernière. La vaccination, ben, ça permet d'avoir des anticorps neutralisant les toxines. Quand même se rappeler que la vaccination contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, ça protège essentiellement contre des toxines. Les mesures d'hygiène, désinfection des plaies, utilisation des protections menstruelles pour les chocs toxiniques menstruels, la préparation des aliments, et puis ben, la sécurité alimentaire, mais là, c'est pas moi qui peux en parler. Donc en conclusion, j'espère que j'ai été pas trop fouillis. Des maladies très complexes, très hétérogènes, très polymorphes, dont les facteurs de risque et les déterminants de la gravité sont clairement variables et encore plus clairement mal connus.
des diagnostics qui peuvent être très très complexes, notamment en termes d'imputabilité d'une bactérie, d'une toxine, et des possibilités thérapeutiques qui sont parfois très très limitées, voire complètement absentes à part le traitement des symptômes. Donc, comme très souvent en médecine, des réponses simplistes marchent rarement très bien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Yves, et merci Merci. pour cet exposé sur un sujet très difficile que tu as réussi à rendre clair et j'ai appris beaucoup de choses. Par contre, je suis absolument terrorisé. Maintenant, je sais plus ce que je vais manger, ni faire. Alors, tu as en plus passé la main à Sandra en parlant de sécurité alimentaire, mais on va faire 10 minutes de questions. Il n'y en a pas beaucoup, donc on voit à la fois sur le QR et les chats pour les animateurs, hein. Il y a deux questions sur QR et sur les chats, j'en vois qu'une, mais Juste Fabienne. Fabienne est donc les panélistes peuvent aussi poser des questions, mais levez la main. Donc Fabienne, si tu veux poser ta question oralement, tu peux le faire. Oui, alors merci Yves pour cette présentation très très intéressante. J'ai appris plein de choses. Et tu disais que on gardait des repas témoins. Alors j'en ai déjà entendu parler, mais c'est fait dans les cantines, dans les restaurants, ils gardent ça? Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je crois que c'est une obligation légale. Je crois que Sandra a la réponse là, ouais. Peut-être. Euh, il me semble que alors, pour la restauration collective, je suis à peu près sûr, mais même pour les restaurants, je crois qu'ils doivent garder des échantillons au moins de certains produits. T'es bien vu dans les bouchons lyonnais si tu demandes ça à chaque fois, toi. Non, mais moi, Hervé, je prends que des bouteilles bouchées, donc normalement, c'est bon. Hervé lève Hervé, la main. Hervé, une question, ouais. Puis je suis immunisé. Ouais, merci Yves, c'était vraiment super, très instructif. Moi aussi, j'ai appris plein de choses. Euh, je voulais te poser la question, comment tu fais la différence avec les réactions post-streptoa ou méningocoque, qui ne sont pas forcément des toxines mais des cytokines, et pourtant quand même qui ont le même comportement. Alors, le streptoa, il crache du super-antigène à quantité industrielle, hein. Donc, le streptoa, c'est très souvent des choses toxiniques, exotoxines. Mais je ne sais pas si tu as vu à un moment, j'ai montré une diapo, finalement, je vais la retrouver. Hop, c'est celle-là. Quand on regarde les effecteurs, finalement, que ce soit les super-antigènes, donc les fameuses toxines, ou le lipopolysaccharide du gram négatif que tu vas trouver dans un méningocoque, notamment lors de la lyse du méningocoque par le système immunitaire, voire par les antibiotiques, ben finalement, ce qui se passe après, c'est NF-kappa B, tout le machin du choc septique. Donc, les mêmes effets peuvent être dus à des composants très différents, ce qui va être la différence entre les exotoxines et du gram négatif et de l'infection standard, si j'ose dire, c'est la quantité. C'est-à-dire qu'une exotoxine, un super antigène, va faire un orage cytokinique 10 fois, 100 fois supérieur à ce qu'est capable de faire un lipopolysaccharide de gram négatif. Bon, question qui nous survole un petit peu entre deux grands réanimateurs de pédiatrie, puisque Hervé est à Nice, lui. Il y a Euh, une- Nathalie, des François, il y a questions? une question dans le question-réponse là. C'était sur le laboratoire, les CNR. Est-ce qu'il y en a en France? Je pense que la personne qui pose la question pensait à un centre de référence sur la céréuline. Je pense que c'est ça, non? Or, Oui, oui, il avait posé la de ce question qu'on a Lydie. entendu dans les journaux, il n'y en avait pas. Alors, à ma connaissance, il y a pour quasiment toutes les bactéries, il y a des centres de référence, mais ils sont pas forcément spécialisés dans une seule bactérie. Puis le bacillus, souvent, c'était considéré comme. Alors, je sais pas exactement s'il y a un CNR bacillus, mais même quand il y a un CNR, c'est pas parce qu'on a un CNR qu'il est capable de tout faire, hein. Il est possible qu'un CNR soit capable de doser, enfin de doser, de trouver je vais y arriver, les gènes codant telle ou telle toxine dans la bactérie et soit incapable de doser la toxine. C'est le cas du CNR de staphylocoque que je connais bien puisque j'en fais partie.
On est parfaitement capable de trouver les gènes qui codent pour les 25 et quelques toxines de Staph doré. On peut vous dire telle souche, elle produit la PVL, elle produit la TSST1, elle produit les entérotoxines A, B, C, D, E, F, mais on est absolument incapable de doser dans un milieu quel qu'il soit la plupart des toxines. Il y a une exception, c'est la PVL. La PVL, c'est la seule, à ma connaissance, que le CNR est capable de mettre en évidence directement, et encore, c'est par des techniques de PCR, donc c'est indirectement par le gène qui code la bactérie dans le... C'est pas du dosage. Donc, en fait, on a des dosages, par exemple, pour savoir qu'il y avait des anticorps anti-toxines dans les immunoglobulines. On s'est on s'est basé sur la neutralisation des effets de la toxine. C'est pas le dosage de la toxine, c'est on a montré que quand on mettait des anticorps, il y avait plus d'effets. Donc on part du principe que la toxine elle est plus là ou au moins elle est dénaturée. Mais c'est tout. On est incapable de savoir quelle quantité de toxine il y a dans un liquide biologique donné, et encore moins de dire à quelle concentration elle va être toxique. On sait que c'est de l'ordre du nanogramme, mais c'est tout. Sandra? Non, je voulais juste demander à Yves si tu avais retrouvé quelque part des notions de taux de céréulide chez l'être humain pour provoquer des symptômes. Parce que, enfin, on en parlera juste après, mais l'EFSA a déterminé une dose là pour les nourrissons, mais ça part d'une étude effectivement sur les musaraignes, hein, c'est Ah oui. pas, voilà. Bah, Il n'y a pas de résultat, quoi. c'est la seule chose que j'ai trouvée. J'ai trouvé Ouais. des doses toxiques, mais c'est dans l'ordre, c'est des ordres d'idées, quoi. Mm. C'est toujours le même discours. C'est toxique à dose très faible. En tout cas, la On presse a, a beaucoup présenté le fait qu'on n'était pas capable de le faire en France, il fallait les envoyer en Belgique. C'est ce qui oui, sort dans toutes les radios, etc. Mais voilà. mais il y a probablement aussi beaucoup d'endroits dans le monde où on n'est pas capable de le faire, hein. C'est pas propre, c'est pas une exception française à mon sens. Non, Je sais bien que sûr. pour Bacillus, par exemple, j'ai vu des données des laboratoires canadiens qui en général sont assez. Ils ont un taux de Bacillus cereus dans un aliment ils disent qu'il ne faut pas qu'il y en ait plus de 10 puissance 9 par, je sais plus, gramme d'aliment. Mais c'est Bacillus, c'est pas la toxine. Donc, Et la toxine elle-même. en Belgique, là, parce que les journalistes en parlent beaucoup, mais il y a effectivement eu deux cas d'enfants où ils ont dosé en fait des traces de céréulide dans les selles, mais c'est pas pour autant que le lien de causalité a été effectué. Il y a d'autres Donc, questions sur le chat, les animateurs, vous en êtes où? Il y avait quelqu'un qui souhaitait qu'on réexplique les problèmes avec le miel chez les enfants, Yves. Alors, le problème du miel, c'est que, en fait, c'est un aliment qui est assez exposé à l'extérieur, notamment dans des fabrications un peu artisanales. C'est un aliment qu'on ne peut pas chauffer parce que sinon il cristallise et donc on peut pas. Donc, il peut y avoir des poussières de miel, des poussières, pardon, sur le miel, et dans ces poussières, du Clostridium botulinum qui, normalement, lorsqu'il est absorbé et chez un individu normal qui a notamment une flore digestive normale, bah, il y a une compétition probablement avec les autres bactéries de l'intestin qui fait qu'il ne se multiplie pas ou peu. Donc, il passe suffisamment pour produire des toxines. En revanche, chez le jeune enfant, on pensait au départ que c'était par immaturité immunitaire, mais c'est plus probablement par immaturité ou modification, je ne sais pas, du microbiote, ben, il y a moins de concurrence. Moi, je suis un peu simpliste sur certains aspects. Il y a moins de concurrence entre bactéries et donc il y a plus de place pour que le Clostridium se multiplie, produise des toxines et les toxines ensuite vont donner des symptômes neurologiques de botulisme infantile. Bon, c'est assez rare, hein. Moi, je crois que dans toute ma carrière aux urgences et en réanimation qui commence à être un peu longue, j'en ai vu, on en a suspecté 3 fois, éprouvé une ou deux. Donc ça reste exceptionnel, hein. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que c'était même bactérie, même toxine, mais pas même mécanisme.
Il y a une question sur le QR, sur la dalacine. Et juste une précision pour les panélistes, quand vous posez des questions sur le chat, mettez bien que ça parte à tout le monde et pas simplement à eux tes panélistes, hein. Parce qu'à ce moment-là, nos spectateurs ne verront pas. Donc sur la dalacine, une question sur est-ce que ça a un effet réel sur les toxines et quel est l'effet? Les- Est-ce que c'est un effet réel sur quoi? Sur les toxines? Oui, sur Oui. l'effet antitoxinique de la dalacine. C'est très très difficile à démontrer. Il y a un effet indiscutable in vitro. In vitro, ça inhibe la production de toxines. C'était sur les courbes que je vous ai montrées sur la droite. Même à concentration faible, ça inhibe la production de toxines. In vivo, ben justement, du fait de l'hétérogénéité, c'est très très difficile à démontrer. Ça marche très bien chez la souris. On a pu montrer, parce qu'on arrive beaucoup plus à normaliser les souris que les êtres humains, ce qui est plutôt heureux quelque part, euh, que chez la souris, l'association amoxicilline, clindamycine dans les chocs streptococciques faisait mieux que l'amoxicilline, mieux que la clindamycine seule. Chez l'être humain, on a juste des observations. Sur des études observationnelles de sepsis grave, on a montré, enfin de sepsis toxinique grave, on a montré que ceux qui avaient eu de la clindamycine, mais c'est études rétrospectives, non randomisées, blablabla, avaient une évolution peut-être un peu meilleure. Mais on a d'autres études observationnelles qui montrent, bof, pas de différence, mais trop hétérogène pour qu'on puisse en dire quoi que ce soit. Donc oui, il y a un effet démontré chez la souris de laboratoire. Mais enfin, moi, si j'avais un choc toxinique à soigner, je lui mets un traitement antitoxinique, hein, même si c'est pas prouvé. Daniel Rigaud, qui est pharmacien à l'URPS de Rhône-Alpes. Ouais, ouais, oui, bonjour docteur G. Si on pouvait revenir sur bouillir, pas bouillir pour les préparations pour nourrissons, parce que c'est vrai que de dire bah, que pour la toxine cellulite, c'est pas, enfin, ça va pas jouer, mais en règle générale, on a toutes les peines du monde à expliquer aux parents qu'il faut faire bouillir l'eau. Ça présente quand même un intérêt. Faut peut-être le rappeler. Dans Ah ce oui, cas-là, c'est vraiment un cas particulier en fait tout qui à fait fait. qu'on a cette situation aujourd'hui. Bah, notamment le Bacillus cereus et plein d'autres bactéries, si vous les faites bouillir ne serait-ce que quelques minutes, vous les détruisez, il n'y a plus de problème. Euh, Là, le problème de la céruline, c'est que c'est théoriquement une toxine thermostable, où il faut la faire bouillir, je crois, très très longtemps et à des températures, je crois qu'il faut 165 degrés, si je dis pas de bêtises, pendant 20 minutes. Autant dire que c'est pas compatible, mais c'est l'exception. On est bien d'accord que la plupart des bactéries et un certain nombre de toxines, les autres toxines du Céreus, elles sont thermolabiles, hein. Donc vous les détruisez en les faisant bouillir. Pareil, le staphylocoque, bon, si le lait a bouilli suffisamment et a pas traîné trop et que le cuisinier a pas mis ses mains dans le lait après qu'il ait bouilli, la crème, elle n'a pas de staphylocoque. En revanche, une fois que la crème elle est faite et que le staphylocoque est dedans, ben on la fait plus bouillir et là on la mange. Ok, encore une ou deux questions, puis on va passer à la présentation de Sandra. Nathalie, tu as vu des trucs. Il y a Non. juste quelqu'un qui a confirmé qu'en crèche, il gardait bien un plat repas. J'ai vu sur les QR. C'est obligatoire hein, dans les collectivités, en fait. Tu dois garder des repas témoins dans les collectivités. Après, dans les restaurants, je pense que c'est pas tout à fait la même législation. Mais les crèches, les cantines, les hôpitaux, tout ça, c'est obligatoire de garder des repas témoins. Yves, tu arrêtes ton partage? Mais J'arrête. sinon, je suis dessus. Voilà. Donc, est-ce que tu peux partager, Sandra? Voilà, très bien. Voilà, donc moi je vais reprendre un tout petit peu déjà la réglementation actuelle des laits infantiles, en reprécisant effectivement que ça reste des produits extrêmement surveillés. Donc j'ai forcément des liens d'intérêt puisque je m'intéresse à la nutrition pédiatrique et que je m'intéresse tout particulièrement à la composition des laits infantiles. Donc j'ai forcément des liens d'intérêt. Et j'ai d'autant plus de liens d'intérêt qu'actuellement je suis présidente de l'AFPA et que l'AFPA est propriétaire du site lait.fr sur lequel nous publions toutes les compositions des préparations pour nourrissons, des laits de suite et des laits de croissance. Donc la réglementation et les contrôles
qui sont effectués sur toute la nourriture destinée aux nourrissons de moins de 3 ans et d'autant plus chez les tout petits et pour les laits infantiles, est assez importante. Elle va se situer sur une réglementation sur les ingrédients obligatoires, les ingrédients facultatifs. Tout ce qui va être mis dans un lait infantile doit être dans la réglementation. Donc on ne peut pas rajouter un ingrédient s'il n'y a pas déjà eu une autorisation, et en général, c'est l'EFSA qui réglemente en disant oui, ça on peut le rajouter ou ça on ne peut pas le rajouter. Il y a aussi une réglementation très stricte sur les additifs alimentaires autorisés dans la nutrition infantile, où ils sont très restreints par rapport à la nutrition courante de type adulte. Donc cette réglementation, elle va être au niveau international par le Codex Alimentarius, qui va déterminer effectivement les préconisations en termes de composition, qu'est-ce qu'on doit mettre en termes de protéines, en termes de lipides, en termes de glucides, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme huile, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme graisse. Donc c'est quand même assez fourni. C'est très intéressant, mais ça prend du temps à décortiquer. Ensuite, sur le plan européen, on a des recommandations et le positionnement de l'EFSA qui se fait régulièrement sur différents sujets. Par exemple, un positionnement de l'EFSA sur l'acide arachidonique, on en parlera tout à l'heure, qui ne l'a pas positionné comme un ingrédient obligatoire, mais comme une recommandation et un ingrédient facultatif. Et puis de ça, et donc découle le règlement délégué, donc VE 2016-127, qui dit très exactement tout ce qu'il faut mettre en termes d'ingrédients dans les laits infantiles. C'est quand même euh, très cloisonné et les industriels ne peuvent absolument pas faire ce qu'ils veulent et tout est noté dessus en termes de protéines, d'acides aminés essentiels, semi-essentiels, avec les marges inférieures, les marges supérieures, tout est bien cadré. Ensuite, il y a une réglementation, bien entendu, sur la protection de l'allaitement maternel, sur l'étiquetage sur les boîtes de lait infantile et sur les allégations nutritionnelles autorisées. Donc, effectivement, les industriels ne peuvent pas mettre ce qu'ils veulent sur les boîtes de lait et ils doivent rappeler sans cesse que l'allaitement maternel reste très largement, très, très largement supérieur à tous les laits infantiles. C'est une obligation légale. Ça va découler du code de l'OMS, qui est le code de commercialisation des substituts lactés, et aussi des avis émis par l'EFSA sur tout ce qui doit être réglementé dans la communication, la publicité aussi, qui est très réglementée. Il n'y a pas de publicité sur les laits premier âge et tout doit être effectivement bien calé. Et enfin, il y a une réglementation avec des contrôles microbiologiques, des contrôles sur les pesticides, des contrôles sur les nitrates, des contrôles sur les hormones, des contrôles sur les polluants, des contrôles sur les contaminants. Et donc, tous ces contrôles font que le lait infantile, les laits infantiles et la nourriture pour les enfants de moins de 3 ans est en moyenne 10 fois plus contrôlée que la nourriture courante de type adulte. Il y a même une réglementation sur les matériaux autorisés au contact des denrées alimentaires pour les jeunes enfants. Voilà, donc une réglementation et des contrôles assez importants. Et en termes de microbiologie, il y a en moyenne 10 fois plus de contrôles sur les produits infantiles, avec parfois des échantillons qui peuvent être 30 fois supérieurs à ceux qui sont réalisés pour les aliments courants. On va surveiller donc pour les laits infantiles en priorité les salmonelloses, les entérobactères Sakazaki, mais aussi la listeria, le Bacillus cereus, les Escherichia coli et aussi certains virus et certains parasites qui vont être contrôlés. Mais le dosage très spécifique de la toxine stéréulide n'en fait pas partie actuellement. Donc les industriels ont pour obligation de contrôler des contaminations bactériennes, mais il n'y avait pas de spécificité sur un dosage de la céréulide. Donc cette céréulide, donc on a bien rappelé que c'est une toxine qui donc est issue du Bacillus cereus et c'est une toxine qui est thermorésistante, on l'a dit, elle résiste à la chaleur, donc au process de fabrication des laits infantiles. Elle résiste aussi à l'acidité, donc forcément quand on l'ingère dans l'acidité de l'estomac, elle résiste et elle résiste aussi à la protéolyse et elle n'est pas détruite donc par les enzymes de la digestion. Donc cette céréulide, il n'y a pas de contrôle obligatoire à réaliser par les industriels.
qui ont cependant la possibilité de réaliser eux-mêmes des autocontrôles. Il n'y a pas de seuil de référence universel et on retrouve, quand on cherche à savoir quelle est la dose de référence, on retrouve effectivement ce qu'ils appellent une benchmark dose qui permettait de définir un seuil de toxicité. Et donc les ingrédients qui, eux, proviennent de fournisseurs, comme l'huile enrichie en acide arachidonique, sont normalement contrôlés par les fournisseurs, lesquels fournisseurs doivent fournir des attestations de leurs contrôles effectués, qui sont également des contrôles microbiologiques. Donc, au vu de tout ça, c'était pas vraiment possible de prévoir ce qui allait se passer, puisqu'il n'y avait pas de contrôle sur la céréulite de façon courante sur les laits infantiles. Donc, si on reprend les faits, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est déroulé? En décembre, Nestlé constate, lors d'un autocontrôle, un taux de céréulite supérieur à la norme ISO qu'ils utilisent sur un lot de lait, de leur lait en cours. Ils détruisent le lot et rappellent le lot précédent. C'est le premier appel qui est fait le 11 décembre 2025 sur le Bigose relais d'allaitement. Nestlé réalise alors des investigations pour comprendre d'où vient cette céréulide sur leur chaîne de fabrication. Et après plusieurs analyses, ils comprennent en fait que c'est l'huile enrichie en acide arachidonique qui est contaminée. Donc la contamination ne vient pas de leur chaîne de production, mais de cet ingrédient qui est rajouté dans les laits infantiles. Nestlé informe les autorités et rappelle les lots concernés par l'ensemble de cette huile qui a été rajoutée. C'est le deuxième rappel qui a lieu le 6 et le 7 janvier 2026 dans 60 pays. Suite à ces rappels, d'autres producteurs de lait infantile qui avaient le même fournisseur d'huile enrichie en acide arachidonique procèdent à des contrôles et retirent à leur tour les lots contenant un taux trop important de céréulide. C'est le troisième rappel qui a lieu entre le 21 janvier et le 2 février 2026 et qui concerne Pico, Popote, La Marque en Moins et Babybio. L'EFSA est saisie par l'Union européenne assez rapidement devant les faits, qui sont quand même d'une très grande ampleur, puisque ça concerne à peu près 60 pays. Et l'EFSA va donc très rapidement déterminer une norme qui permet de donner une dose aiguë de référence et publie le 2 février 2026 les résultats de leur étude sur cette dose de référence. Suite à cette publication, forcément, il y a de nouveaux contrôles effectués qui amènent à de nouveaux retraits. C'est le quatrième rappel du vendredi 6 février qui concerne donc Gallia et Blédillet. Donc ces derniers rappels, en fait, venaient surtout du fait que ces laits-là étaient conformes avant le 2 février. Et effectivement, avec la publication de la nouvelle dose de référence que l'EFSA a donnée le 2 février, qui est abaissée par rapport à la dose qui était utilisée, un certain nombre de lots n'étaient plus dans la conformité et ont dû être retirés de la consommation. Voilà. Et c'est probablement pas terminé, on va voir hein, effectivement, mais à ce jour, alors il n'y a pas eu d'autres rappels, j'ai regardé sur le site d'Alerte Conso aujourd'hui, il n'y a pas eu d'autres rappels, mais on n'est pas encore à l'abri que d'autres sociétés fassent des contrôles et qu'on ait besoin de rappeler d'autres lots. Donc il faut absolument continuer de consulter le site rappel.conso.gouv.fr et s'informer régulièrement, afin aussi d'informer régulièrement nos patients sur d'éventuels lots retirés dans les jours et les semaines à venir. Donc l'EFSA a donc été saisie très rapidement par l'Union européenne et ils ont été saisis pour déterminer ce qu'on appelle une dose aiguë de référence de la céréulite, mais aussi pour donner des informations sur la consommation en formule premier âge. La saisine portait sur deux questions. La première question, c'était donc de déterminer une dose aiguë de référence pour les nourrissons. Et c'était de fournir une information sur les quantités de consommation des laits infantiles afin de déterminer des seuils maximum de céréulite dans les laits infantiles reconstitués. Parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que dans la forme poudre, la céréulite était peu détectable et en tout cas à des seuils qui étaient peu élevés. En revanche, quand les dosages étaient effectués sur des biberons reconstitués, le taux de céréulite était supérieur aux valeurs qui étaient tolérables.
Donc, ça concerne, bien entendu, cette sévine, tous les laits infantiles qui sont sur le marché européen, mais également ce qu'on appelle les DAD FMS, c'est les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spécifiques. Et donc, c'est les hydrolysats extensifs de protéines de lait, les solutions d'acides aminés qu'on utilise pour les enfants allergiques aux protéines de lait de vache. Donc, comment l'EFSA a déterminé une nouvelle dose aiguë de référence? Elle a utilisé une étude de 1995 qui est pour l'EFSA reste la seule étude utilisable pour déterminer cette dose. Elle est effectivement effectuée sur les musaraignes. Donc, il y a 5 musaraignes qui ont été testées. On leur a donné des doses de céréulides variables, 4, 8, 16 et 32 microgrammes par kilo de poids pour la musaraigne. À 4 microgrammes par kilo de poids, il n'y a pas de vomissement. À 8, une musaraigne sur 5 qui vomit. À 16, 3 sur 5. Et à 32, la totalité des musaraignes vomissent. Alors, par des modèles et des statistiques que je serai dans l'incapacité totale, mais alors totale de vous expliquer, ils ont déterminé une benchmark dose qui est de 4,2 microgrammes par kilo de poids corporel, qui va donc être la dose à partir de laquelle le risque accru de vomissement est supérieur à l'intervalle de confiance de 95%. Et ils ont appliqué un facteur de moins 27%. Alors ça reste un mystère statistique pour moi, mais c'est ainsi, pour ensuite donner une benchmark dose 10 à 3,08 microgrammes par kilo de poids corporel. À cela, l'EFSA, pour déterminer la dose aiguë de référence, a appliqué un facteur 100 dans la considération des différences entre les espèces et la variabilité humaine, puis encore un facteur 3 pour les nourrissons de moins de 16 semaines, pour arriver à une dose qui est donc de 0,014 microgrammes par kilo de poids, dose en dessous de laquelle il n'y a pas de risque particulier chez l'enfant. Donc, l'EFSA a ensuite établi cette dose en urgence et elle a pu ainsi ensuite dire que sur les laits reconstitués, et afin de ne pas atteindre cette dose aiguë des références, il faut que sur les premiers âges, la concentration de céréulides soit inférieure à 0,054 microgrammes par litre de lait reconstitué. Et sur les deuxièmes âges, il faut que la concentration de céréulides soit inférieure à 0,1 microgramme par litre de lait reconstitué. En fait, ils se sont basés sur le fait que les tout petits, les premiers âges, ils ne boivent que du lait et donc ils boivent des quantités qui sont bien plus importantes puisqu'ils peuvent atteindre jusqu'à 200 millilitres par kilo de poids corporel, voire plus. Alors qu'après la diversification alimentaire, les nourrissons boivent moins de lait et ils ont plutôt des seuils qui dépassent rarement les 100 à 120 millilitres par kilo de poids. Donc, ils ont déterminé donc 2 doses pour les premiers âges et pour les laits de suite. Donc voilà, donc ça c'était pour revenir sur pourquoi on a eu des nouvelles recommandations, des nouvelles doses et pourquoi effectivement on risque peut-être d'avoir encore des retraits de l'eau, non pas parce qu'ils n'étaient pas du tout conformes, mais parce qu'ils sont devenus non conformes avec le changement de législation alors qu'ils étaient consommés jusqu'au 2 février. Pour revenir sur le nombre de cas d'enfants qui ont été déclarés, parce que on a quand même quelques cas déclarés, une trentaine de bébés qui potentiellement avaient des troubles digestifs qui pourraient avoir un lien avec un lait concerné par les rappels. Il faut savoir que donc sur cette trentaine de bébés déclarés, une partie avait quand même des signes de gastro-entérite aiguë. On est en épidémie de gastro dont on sort à peine. Et certains ont eu une positivité dans la recherche virale au niveau des selles, et notamment pour des adénovirus. Et en tout cas, le lien de causalité n'a pas pu être déterminé. Et effectivement, il n'y a pas de dosage possible de la céréulide dans le sang des bébés. Et les dosages dans les selles qui sont effectués en Belgique ne permettent pas de toute façon d'établir non plus le lien de causalité. Voilà, je ne reviens pas sur les 3 dossiers d'enquête qui sont en cours actuellement et dont on aura les conclusions parce qu'il faut tout simplement laisser la justice établir ses conclusions et pour savoir si c'était un lien de causalité ou un lien de temporalité par rapport à la consommation de lait infantile qui était alors incriminé. Voilà.
Je voulais juste dire quelques mots aussi sur le fait que les lipides dans le lait infantile, c'est important. Donc, d'abord, bah, les lipides, c'est un apport énergétique très important. Et avant 6 mois, l'EFSA recommande que les lipides soient à la hauteur de 50 à 55% des apports énergétiques totaux, alors qu'au-delà de 6 mois, ce ratio diminue à 40% des apports énergétiques totaux. L'EFSA a fait des recommandations sur les pourcentages d'acides gras polyinsaturés essentiels et sur le DHA à rajouter dans les laits infantiles. L'ajout d'acide arachidonique est-il un critère nutrition ou un critère marketing? Parce qu'effectivement, on entend beaucoup, effectivement, actuellement, les journalistes dire que l'utilisation d'acide arachidonique, c'est du marketing pur et que peut-être que si on l'avait pas ajouté, il n'y aurait pas eu de problématique, ce qui est largement faux. Donc, vous savez tous que l'acide arachidonique, c'est un oméga 6 à chaîne très longue, qui est fabriqué à partir de précurseurs. Donc, les précurseurs, ce sont les acides gras essentiels, mais tous les nourrissons ne sont pas en capacité, chez les plus petits, de fabriquer tout seuls ces acides gras à très longue chaîne, d'où la nécessité d'en apporter dans leur alimentation. L'acide arachidonique, c'est donc un acide gras polyinsaturé oméga 6 naturellement présent dans le lait de mer. Dans le lait de mer, c'est un acide gras dont la concentration est relativement stable, contrairement au DHA dont la concentration dans le lait de mer va varier avec l'alimentation des mamans. Ici, l'acide arachidonique est relativement stable. Cet acide arachidonique a un rôle essentiel dans le développement du nourrisson, avec des rôles majeurs dans le développement cérébral, dans le développement cognitif, dans la réponse immunitaire, dans la croissance, le développement cœur, muscles, reins, vaisseaux, et puis la maturation neurovisuelle en synergie avec le DHA. Donc l'acide arachidonique, c'est tout de même un acide essentiel. Le lait de mer, comment est-il composé? Donc, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a dans le lait de mer des acides gras saturés, notamment l'acide palmitique, des acides gras monoinsaturés, et puis bah, les fameux polyunsaturated fatty acids, donc les acides gras polyinsaturés. Et notamment, on peut observer que l'acide arachidonique dans le lait de mer est relativement présent et bien supérieur, 2 fois supérieur au DHA. Donc, il y a de l'acide arachidonique dans les laits des mamans. Il paraissait relativement raisonnable d'en mettre dans les laits infantiles. Que dit le rapport de l'EFSA en 2014? L'EFSA dit que le DHA, il y a des études qui montrent qu'il a un effet potentiel sur le neurodéveloppement de l'enfant et que le panel a considéré que le DHA devait être ajouté au IF, c'est Infant Formula, c'est les formules premier âge et les formules de suite. Et le panel a considéré qu'il n'y avait pas de nécessité d'ajouter l'acide arachidonique aux formules infantiles, même en présence du DHA. Il faut savoir que cet avis qui a été rendu en 2014 est un peu contradictoire par rapport à l'année précédente où l'EFSA avait publié en 2013 les taux nécessaires d'apport en acide arachidonique chez les enfants de 0 à 6 mois. Et donc, si on n'en rajoute pas dans les laits infantiles, forcément, on restera toujours en dessous des taux publiés. Donc, il y avait une petite contradiction qui a été relevée. Donc, le règlement européen en 2016 a donc rendu obligatoire l'ajout de DHA, puisque depuis 2020, c'est obligatoire d'en mettre dans les préparations pour nourrissons et dans les préparations de suite. Par contre, l'ajout d'acide arachidonique reste une recommandation, mais ne devient pas une obligation. C'est donc un ingrédient facultatif actuellement. Le Codex Alimentarius, lui, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau international? Il nous dit que si le DHA est rajouté, dans ces cas-là, l'acide arachidonique devrait être rajouté au moins dans la même concentration que le DHA. Donc le Codex Alimentarius ne rend pas obligatoire ni le DHA ni l'ARA, mais il dit bien que si on met du DHA, il faut mettre de l'acide arachidonique. Ensuite, nous avons l'avis de l'Académie européenne de pédiatrie et de la Fondation de la santé pour l'enfant, qui se sont basés effectivement sur les informations disponibles pour recommander que toutes les formules pour nourrissons et les formules de suite devraient pouvoir contenir à la fois du DHA et de l'acide arachidonique.
à peu près à la même dose et, dans l'évidence que de toute façon, l'un sans l'autre, il n'y a pas de potentialisation. Donc le DHA seul, c'est pas dans la logique de ce que l'on doit faire. Et dans le lait humain, de toute façon, la mère apporte les deux acides gras polyinsaturés. Voilà. Donc non, l'acide arachidonique n'est pas un gadget, hein, contrairement à ce que l'on pourrait entendre actuellement sur les réseaux. L'acide arachidonique a sa place et n'est pas un ingrédient actuellement remis en cause dans les laits infantiles. Je voulais également rappeler assez brièvement le fait qu'il y a des critères nutritionnels de choix d'un lait. Ces critères, vous les retrouvez sur le site lait.fr et il y a 4 grands critères de choix nutritionnels. C'est un taux de protéines qui doit être relativement bas. Donc, on a choisi pour limite actuelle 1,33 grammes pour 100 millilitres de lait. Un taux de lipides qui doit être élevé, supérieur à 3,4 grammes pour 100 millilitres de lait, avec un taux de DHA et d'acide arachidonique identique, supérieur à 14 mg pour 100 millilitres de lait, et un taux de sodium bas. Donc ça, ce sont des critères de choix nutritionnels dans le lait infantile. Au-delà de ces critères de choix, effectivement, on va retrouver euh, pas mal de classements qui sortent actuellement sur les réseaux sociaux. On va appeler ça des pseudo-classements avec des critères plus ou moins farfelus, hein. Par exemple, comme critère de choix d'un lait infantile, vous retrouvez l'adresse du siège social de l'industriel. OK, c'est pas très nutritionnel, mais pourquoi pas. Et puis ensuite, il y a quelques exemples de critères dont l'interprétation nutritionnelle peut être aussi infondée. C'est-à-dire que vous trouvez des, des allégations purement commerciales qui disent bah, si c'est bio, c'est meilleur. Donc c'est faux. Alors déjà, le bio ne protège pas des contaminations microbactériennes, hein. Donc on peut retrouver de la céréulide aussi dans les laits bio. Et donc le fait d'être bio n'est pas un critère nutritionnel pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité dans les bio par rapport à un lait non bio. Voilà. Ensuite, la taurine. Donc, on a des allégations qui disent parfois que sans taurine, le lait infantile est plus sûr. Ça aussi, c'est faux. La taurine est un ingrédient, certes, qui n'est pas obligatoire, mais c'est un ingrédient qui peut être rajouté dans les laits infantiles avec des taux qui sont extrêmement régulés. Ça n'a rien à voir avec le Red Bull, hein. On ne met pas du Red Bull dans les laits infantiles. Après, il faut savoir que la taurine, c'est un acide aminé. C'est un acide aminé qui existe dans le lait de mère. Donc, il peut être rajouté dans des laits infantiles. Donc, s'il y en a pas, c'est pas dangereux, mais s'il y en a, c'est pas dangereux non plus. L'huile de palme aussi, donc l'huile de palme, bah, c'est mauvais pour la santé des bébés, c'est faux. L'huile de palme permet d'apporter des acides palmitiques, et puis on a vu dans la composition des laits de maman qu'il y a beaucoup d'acides palmitiques dans le lait de mère, et donc c'est une source qui permet d'apporter des acides palmitiques. Voilà. La maltodextrine, on a vu aussi passer dans les réseaux sociaux, la maltodextrine, c'est dangereux pour les nourrissons. C'est faux. La maltodextrine est un ingrédient qui est autorisé par l'EFSA, qui peut remplacer une partie, tout le lactose dans certains laits infantiles. Donc c'est clair que pour un nourrisson qui va bien, qui est en bonne santé, on va plutôt tendre vers un choix de lait infantile qui est plutôt 100% lactose, comme le lait de mère d'ailleurs, qui est 100% lactose. Mais pour d'autres types de lait, on va enlever le lactose et le remplacer par la maltodextrine. Et enfin, on voit aussi des allégations mensongères du genre les prébiotiques, les probiotiques, les postbiotiques ou les symbiotiques, ça ne sert à rien, donc il vaut mieux pas en rajouter dans les laits. C'est faux. On sait effectivement qu'il y a actuellement des publications qui permettent de montrer que les prébiotiques, en tout cas, pour parler des prébiotiques, sont des aliments nécessaires pour nourrir le microbiote. Ce sont des fibres et elles peuvent avoir toute leur utilité dans les laits infantiles pour corriger des dysbioses qui seraient secondaires à une naissance, par exemple, par césarienne, afin, chez le nourrisson, de lui apporter un microbiote le plus proche possible, même si ça sera jamais identique, mais le plus proche possible d'un allaitement maternel. Voilà. Donc, je voulais juste revenir sur ces quelques allégations commerciales et bien répéter que les seuls critères euh, de choix nutritionnels sont le taux de protéines, le taux de lipides, le rajout de DHA au même titre que l'ARA et un taux de sodium bas. Voilà. J'ai pas fait
de conclusion, mais merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Sandra pour cette présentation très claire aussi. Je crois que dans la discussion, les animateurs verront, mais il y a deux questions qui ressortent un petit peu. C'est une question auquel Hervé et Yves ont répondu, enfin, pas partiellement, ils ont répondu. Est-ce que le lait maternel lui-même ne peut pas transmettre de toxines? La deuxième question qui est posée, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait? On les fait bouillir, les biberons, l'eau des biberons, mais est-ce qu'on fait Non, on bouillir fait que pas l'eau? bouillir. Et si on fait pas bouillir et si on fait bouillir la poudre, elle va être détruite, etc., quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on conseille à nos patients, quoi? Alors, on Alors, fait pas sur le bouillir. sein, sur les maternelles d'abord et Alors, ça. sur le lait maternel, bah, le lait maternel, alors bon, il n'y a pas de cas. Alors déjà, juste pour revenir, l'EFSA a fait toute une bibliographie et il n'y a aucun cas publié d'intoxication à la céréolite dans les laits infantiles, hein. Donc, c'est pas quelque chose qui avait été publié. Dans le lait de mère, c'est pareil. J'ai pas vu passer d'intoxication du bébé par Bacillus cereus dans le lait de mère. Alors après, je suppose que suivant l'hygiène de la maman, on pourrait peut-être avoir des choses qui pourraient se produire. Alors je vois que Yves, il lève la main, il a peut-être lui. Oui, effectivement, il y a eu des, des infections à Staphylocoque doré, producteur de toxines, notamment producteur de la toxine PVL. Il y a eu des staphylococci pleuropulmonaires qui ont pu être rattachés, pardon, non pas au, alors je l'ai dit dans le chat, c'est pas, à mon sens, c'est pas le lait maternel, c'est le sein maternel. Oui, C'est-à-dire c'est sur la peau. qu'effectivement, avoir du staph doré sur la peau, c'est pas un habitat normal du staph doré. Le staph doré, il aime bien les endroits où il fait un peu plus chaud que sur la peau, mais malgré tout, on peut avoir un portage transitoire au niveau de la peau et au niveau de la peau des seins, comme partout ailleurs. Donc, il y a des enfants qui ont pu ingérer le staphylocoque doré et faire des infections, et éventuellement avec des souches toxinogènes, parce qu'avec le staph, elles sont tellement fréquentes. Mais le passage de toxines dans le lait, a priori, sur le plan chimique, c'est pas très plausible parce que c'est Hervé qui disait ça. Le passage, les taux sériques sont extrêmement faibles et il n'y a pas de sécrétion ou de fabrication de protéines dans le lait qui pourrait passer des toxines. Alors, on pourrait imaginer qu'une toxinémie extrêmement élevée chez la maman pourrait passer dans le lait maternel, mais à ce moment-là, la maman, elle serait extrêmement malade. Et effectivement, Certainement. ça n'a jamais été, à ma connaissance, à part cette histoire de staph, jamais été décrit. Et puis pour revenir sur la deuxième question sur faut-il faire bouillir les laits infantiles, non, on va pas faire bouillir les laits infantiles. Alors, il faut savoir déjà, la première des choses à faire, c'est tous les lots retirés doivent être retirés, donc il faut continuer à s'informer, continuer à regarder le site Alerte Conso, continuer à poser la question à nos patients, qu'est-ce que vous avez comme lait infantile? Avez-vous vérifié les numéros de lot? S'ils l'ont pas vérifié, on le fait avec eux. Si le lait fait partie des lots, on l'enlève, on le retire. Si bébé va bien, ça s'arrête là. Si bébé a des symptômes, ben on retire le lait, on voit si les symptômes guérissent, hein, parce qu'on en a bien parlé, hein, ça dure quelques heures, et puis une fois qu'on a arrêté l'ingestion du lait incriminé, ça se stoppe. Et dans ces cas-là, tout rentre dans l'ordre et l'enfant va bien. Et ensuite, les lots actuels qui sont conformes, c'est-à-dire qui ont tous eu la conformité suite à la nouvelle réglementation, le taux de céréulide contrôlé est inférieur à des taux qui pourraient entraîner des signes cliniques. Donc, de toute façon, tous les lots actuels qui sont mis sur le marché sont conformes à la réglementation EFSA du 2 février 2026. Justement, pour revenir là-dessus, il y avait quand même une question sur la réglementation. Tu peux réexpliquer la réglementation? Est-ce que réellement, il n'y a pas une réglementation extérieure au laboratoire, à l'industriel, sur la surveillance, pardon, excuse-moi, la surveillance des laits? Alors, la surveillance délai, alors, j'ai pas bien compris la question, mais la surveillance délai, il y a une réglementation qui est européenne et ensuite il y a des circulaires nationales qui imposent aux industriels un certain nombre d'analyses, et ces analyses doivent être faites sur un certain nombre d'échantillons. Par exemple, pour les salmonelloses, il faut qu'ils prennent 30 échantillons pour les tester sur tant de grammes de poudre et ça doit être négatif.
Voilà. Donc après, dans cette réglementation, ce qui est dit, c'est que l'industriel est responsable effectivement des contrôles et doit être responsable de tout ce qui va concerner les bactéries, les virus, les parasites et leurs métabolites et leurs dérivés. Mais il n'y avait pas de seuil particulier, réglementaire et obligatoire pour spécifiquement la céréulide. Je crois que c'était une question plus sur la notion de pourquoi un autocontrôle si c'est pas dans la réglementation. Parce que les industriels, outre tout ce qui leur est imposé en termes de réglementation, quand on lit l'article, ils sont quand même responsables aussi des métabolites qui découlent des bactéries. Et donc les industriels réalisent des autocontrôles régulièrement sur les métabolites et notamment sur la céréulide. Et c'est comme ça effectivement que Nestlé a mis en évidence sur une de ses chaînes la positivité. Suite à ça, ils ont retiré ce premier lot et ils ont investigué. En fait, ils ont pas tout de suite compris que c'était l'huile enrichie en acide arachidonique, mais ils en sont rapidement arrivés à cette conclusion. La conclusion, enfin, qu'on voit souvent sur les réseaux, que l'industrie cherche qu'à s'en foutre plein les fouilles, plein les poches, ben, elle est contradictoire parce que le meilleur moyen pour eux de gagner de l'argent, c'est que leur lait soit bon et que les enfants soient bien avec, hein. Ils n'ont pas du tout intérêt à ce que les enfants soient malades. Donc, les autocontrôles, c'est dans leur intérêt, Mm, clair. D'autres questions, les bien sûr. animateurs? Ben, Qu'est-ce la qu'il y a? question de l'eau en bouteille qui est revenue. Christine, tu voulais faire une réflexion, je vois sur le chat. Mets ton Attends, micro. il y avait la question de Anne. Ah, une question de Anne. L'eau en bouteille. Vous reprenez la Alors, notion de est-ce qu'il faut donner de l'eau en bouteille au bébé? alors, les recommandations, en tout cas de l'ANSES, c'est de dire qu'on peut donner soit de l'eau faiblement minéralisée, soit l'eau du robinet, puisque l'eau du robinet en France, elle est consommable, y compris par les tout petits. Voilà. À condition de la faire couler quelques secondes et de ne pas utiliser l'eau chaude du ballon. Et de ne pas utiliser de l'eau filtrée. Théoriquement, c'est de l'eau non Ouais, filtrée. ouais. Voilà. Donc, Oui, d'autres commentaires ou Il y avait aussi questions? une question sur les informations sur Cabio Biotech, le concurrent des américain infos sur Cabio Biotech. Cabio Biotech, c'est concerné. un producteur d'huile enrichie en acide arachidonique en Chine. C'est de la biotechnologie, hein, puisque c'est fabriqué à partir de champignons, hein, De c'est l'acide levure, ouais. arachidonique. Donc c'est de la biotechnologie. Alors après, tout le monde dit ah bah c'est en Chine. On achète tout en Chine, hein, nos vêtements, nos voitures. Voilà, donc Meca Biobiotech respecte effectivement une certaine charte. Et oui, c'est pas de chance. Ils ont eu un Bacillus cereus sur leur chaîne de production. C'est vraiment voilà, ça n'a pas été détecté parce que le bacillus, lui, quand il est chauffé, il est tué, alors que la céréulide est restée et le taux de céréulide était trop important. Mais il reste vrai qu'il y a un labo chinois et un labo américain, c'est tout. À Non, il y fabriquer. a un peu, enfin, ça, c'est pas très clair non plus, parce que j'ai essayé de me renseigner pour savoir qui fournissait de l'acide arachidonique. Il y a pas qu'un labo en Chine, visiblement, il y en a un ou deux en Chine, il y en a un aux États-Unis, il y en aurait quand même un en Europe. Alors, j'ai pas réussi à trop comprendre si c'est en France ou si c'est aux Pays-Bas ou si c'est les deux. Mais il y a très peu de fournisseurs d'acide arachidonique et c'est quelque chose qui coûte cher à fabriquer l'acide arachidonique. C'est pas évident, hein. C'est pas juste on rajoute un peu d'huile d'olive et tout va bien, quoi. Donc c'est un process en biotechnologie, ça coûte cher aux industriels et c'est clair que s'ils l'ont rajouté, c'est parce que la communauté scientifique pointe du doigt le fait que c'est important d'en mettre dans les laits infantiles. C'est pas pour faire du marketing. Bon, tout ça, et ce sera peut-être la conclusion, je veux dire que ça confirme que l'allaitement maternel, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, mais Ouais. qu'il faut qu'on Ça ait des laits de confirme, bonne oui, tout à qualité parce fait. qu'on ne peut pas toujours faire ça et on ne peut pas toujours allaiter tout le monde. Euh, Alors, à la condition quand même, François, que maman aille bien, qu'elle mange bien, qu'elle il y a la n'utilise possibilité. pas de médicaments ou de toxiques. Et voilà. Mais effectivement, le lait maternel reste un produit inégalé et inégalable.
Et je rajouterais quelle est la disponibilité pour le faire, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mères qui n'allaitent pas pour des problèmes de travail d'indisponibilité. Ouais. Donc on finit les questions sinon, et puis on a dépassé de 8 minutes, c'est bien. Je vous remercie. Les animateurs, vous voyez d'autres choses à demander à nos experts? Non, c'était très, Je très pense que c'est très intéressant. bien, hein. Il y a beaucoup C'était très, On les remercie de beaucoup. félicitations parce que c'était vraiment Bravo, intéressant. bravo. C'était très, très, très intéressant. très équilibré les deux C'était très présentations. C'est intéressant. vrai, c'est vrai que moi j'étais quand même assez surprise d'entendre qu'il fallait faire venir des produits de Chine pour fabriquer du lait pour les bébés. Enfin, c'est vrai que Des producteurs d'acide arachidonique, il n'y en a pas beaucoup sur Terre non, et actuellement, on demande d'en rajouter dans tous les laits infantiles. Donc, je pense que oui, pour se oui. fournir en acide arachidonique, ils doivent galérer un petit peu quand même. Non, non, mais je comprends bien, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant. Donc, Mais c'est oui, je sais, mais bon. important que les pédiatres disent aux mamans que c'est mieux d'allaiter, quoi. Il y Ouais, a, oui. il y a On n'a pas attendu ça, on n'a certainement, pas En, attendu ça, mais ça en ce renseigne. moment, ils auront moins de mal, en effet, il y a, à, il y a fournir certainement un l'allaitement problème de maternel. coût, hein. Il y a Ah, mais moi, certainement, jamais comme j'aurais beaucoup, des problèmes de imaginé coût qu'il de fallait production. faire venir des produits de Chine pour fabriquer du lait pour les bébés. Donc, je pense quand même que les industriels, il faut qu'ils soient transparents et qu'ils disent un peu, peut-être que c'est mieux, hein, que les parents, que les gens soient informés. Mais Très bien, Fabienne, ça Georges. n'aurait rien changé au Oui. schmilblick. À Non, partir Non. non, du moment, si les Chinois n'avaient pas eu ce problème avec cet acide, tu aurais jamais su de ta vie entière qu'il y avait de l'ara chinois, quoi, dans le Et lait puis, de toute infantile. non, façon, mais en le coût Bacillus carbone, cereus, tu peux l'avoir sur n'importe quelle chaîne de fabrication et ça arrivera encore. non, C'est mais pas la première fois en et coût c'est pas la carbone pour le dernière. lait artificiel, c'est quand même un coût carbone non négligeable, non, pour un aliment qui peut être Oui, disponible oui, Et de non, la parce part de que la c'est maman. pas si facile que ça à fabriquer, hein. Il faut vraiment Non, des mais j'ai bien sociétés qui compris, se j'ai bien spécialisent en biotechnologie à et, partir de ce champignon, hein. Donc, et c'est un coût tout court, hein. C'est un coût tout oui. court. C'est-à-dire, si on va l'acheter en Chine, malgré le coût du transport, c'est aussi pas pour rien. Est-ce qu'on serait prêt à avoir le prix des boîtes de lait multiplié par X? Je ne sais pas, hein, j'ai pas de... Mais les coûts de production, c'est une vraie réalité, hein, On est bien d'accord. pour tout. Bon, bah, merci à tous. Merci On beaucoup, va c'était arrêter. très Georges, intéressant.